manigancé, orchestré un braquage électoral. Ok? D'abord, les membres, les MBVD que vous avez placés, ce sont des politiques. Il n'y a jamais eu de concours. Ok? Ils se sont organisés entre eux, ils se sont répartis les membres du bureau de vote. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village. J'arrive dans ce village-là, je fais semblant. J'entre, je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Je retourne dans le bureau. Je trouve, c'est plutôt vos MBVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai vu, j'ai les preuves. Ok? Numéro 20 et comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok? Je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Mutamba. Vous dites, regardez les bulletins. Ok? Tous se sont enfouis et ont laissé vos kits électoraux dans ces villages. Il y avait 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Lubao, à la cité de Lubao, vous savez ce qui s'est passé? On ouvre les bureaux de vote à 17h, ok, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès qu'eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité de Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Ok? Ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter pour eux. En fait, il n'y a pas eu élection à Lubao. Moi, j'étais là, je viens de là. Ce qui s'est passé à Lubao, ce sont les membres de la CENI qui votaient à la place de la population. Et donc, les revendications de Katumbi, les revendications de Fayoulou, moi j'en ai les preuves patentes. Ok? Donc, ces élections, en principe, doivent être annulées. Parce qu'il n'y a pas eu... Le mouvement M23, soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. L'organisation internationale dénonce des actes de meurtres, de torture et des disparitions forcées des détenus, ainsi que des prises d'otages et des conditions de détention inhumaines dans les centres du M23 à Goma et à Bukavu. Selon Amnesty International, ces actes constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire et sont susceptibles d'être qualifiés des crimes de guerre. En réponse à ces révélations, Amnesty International demande au M23 de libérer immédiatement les civils détenus arbitrairement et de traiter tous les détenus avec humanité. L'organisation britannique demande également que des organismes de surveillance indépendants soient autorisés sans délai à accéder à tous les lieux de détention du M23. Comment vous analysez ce rapport d'Amnesty International? Nous en parlons ce soir avec Christian Roumou. Il est chargé des campagnes chez Amnesty International. Christian Roumou, bonsoir. Bonsoir. Avec moi dans ce studio, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir. Bonsoir madame. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. À Bukavu Sud qui vous retrouve sous la 95.3. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Dans la
province du Nord Kivu, plusieurs éléments des FARDC et de la police congolaise, leurs alliés Wazalendo ainsi que plusieurs civils subissent des traitements inhumains dans les centres de formation et de détention des rebelles du M23. C'est en l'occurrence dans le camp de Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, révèle le rapport de l'ONG locale Badilika. La dénonciation similaire est aussi faite par Amnesty International dans son rapport publié mardi 27 mai sur le site Relief Web. Ces organisations exigent entre autres la libération de ces personnes détenues arbitrairement selon elles. Les détails avec Grassa Mzati. Dans son rapport rendu public le 22 mai dernier, l'ONG Badilika, basée dans le territoire de Rutshuru, parle notamment des cas de châtiments corporels, parfois mortels, qui auraient été infligés à des centaines de personnes, civils et militaires, qui tentent de s'échapper ou de résister à la détention par les rebelles du M23. Depuis plus de 100 jours, un nombre important de ces personnes seraient portées disparues, dès l'ONG Badilika qui en prend pour preuve des témoignages rassemblés sur ces exactions extrajudiciaires, notamment au sein même du centre de Rumangabo. Revenant sur des dénonciations similaires, Amnesty International, dans son rapport publié ce mardi 27 mai, accuse les mouvements du 23 mars M23 soutenus par le Rwanda des tueries, tortures et disparitions forcées de certains détenus. D'autres personnes, selon cette organisation internationale, sont prises en otage et soumises à des conditions inhumaines dans des lieux de détention à Goma et à Bukavu. Ces actes, selon Amnesty International, violent le droit international humanitaire et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Amnesty International, tout comme l'ONG Badilika, demande au M23 de libérer immédiatement les civils maintenus en détention arbitraire, y compris ceux qui sont victimes de disparitions forcées et dont le sort doit être révélé. Elle demande en plus au M23 de traiter les détenus civils ou militaires avec humanité, leur permettant de pouvoir consulter des avocats et de communiquer avec leurs familles. Merci, Grâce Amzati pour cette synthèse. Christian Roumou, vous êtes chargé de campagne chez Amnesty International. Vous avez publié, pas vous, mais Amnesty International, votre organisation, a publié un rapport mardi 27 mai 2025. Dans ce rapport, vous révélez des graves accusations contre le M23 soutenu par le Rwanda. Vous parlez, par exemple, vous dénoncez, par exemple, beaucoup d'actes de meurtre, de torture et de disparitions forcées des détenus, ainsi que des prises d'otages et des conditions de détention inhumaines dans les centres du M23 à Goma et à Bukavu. Comment Amnesty International a-t-elle recueilli les informations pour ce rapport, Monsieur Christian Roumou? Oui, non, merci beaucoup pour la parole et merci pour votre collègue de la synthèse complète de notre rapport. Donc, nous avons fait une interview avec des dizaines de personnes à Bukavu et à Goma. Christian Roumou, s'il vous plaît, vous avez activé le mode main libre? Oui. Merci de le désactiver pour améliorer la qualité. Vous avez coupé, il est parti. On va essayer de le rappeler en attendant que la réalisation puisse le rappeler. On va donner la parole à Placide Nzilamba qui est avec nous dans ce studio, secrétaire technique de la coordination de la société civile On me signale qu'il est revenu. Christian Roumou, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Allez-y. Alors, ma question était de savoir comment Amnesty International a-t-elle recueilli les informations contenues dans ce rapport? Oui, alors nous avons parlé à dizaines de personnes à Goma et à Bukavu. Mais aussi nous avons parlé à des témoins oculaires, mais aussi à des membres des familles des personnes détenues dans ces sites de détention. Et ensuite nous avons fait l'analyse de géolocalisation des sites de détention à Goma et à Bukavu. Est-ce que les témoignages de ces personnes suffisent pour donner du crédit ou pour croire ou encore penser que tout ce que ces personnes ont raconté sont vrais?
Oui, nous avons analysé, en plus des témoignages, nous avons analysé des images qui montrent clairement des blessures à la suite des actes de torture dont certains de ces détenus ont subi en détention. On a vu consulter à certains medical records des hôpitaux pour confirmer c'est ça, les rapports médicaux pour confirmer certaines des allégations faites par les victimes. Et donc il y a tout ça qu'on a utilisé pour confirmer la véracité des témoignages qu'on a reçus de ces survivants. Donc vous n'êtes pas, ou vous n'avez pas envoyé des gens, je sais pas, vous n'avez pas des informations qui viennent directement du centre, mais c'est des gens qui ont témoigné, par rapport à leurs proches, peut-être qui étaient détenus dans ces centres du M23 à Goma et à Bukavu. Nous avons parlé à 18 détenus qui étaient détenus dans ces centres, donc 18 personnes qui étaient détenues dans ces sites de détention. Et en plus de cela, nous avons parlé à des membres des familles qui ont eu de leurs et ont de leurs encore détenus dans ces centres de détention. Alors, ce rapport a été publié le 27 mai, donc hier 27 mai 2025. Est-ce que il y a un événement particulier qui a poussé Amnesty International à pouvoir publier ce rapport? Non, pas particulièrement. Comme vous savez, nous avons une certaine rigueur dans notre méthodologie de recherche. Nous allions publier ce rapport un peu plus avant, mais ça a pris du temps parce qu'il fallait qu'on engage avec le M23 et le Rwanda, parce qu'il y a des cas qu'on a soulevés qui concernent les services d'immigration du Rwanda. Donc, il fallait qu'on donne du temps aux autorités rwandaises, mais aussi aux autorités du M23 de répondre à nos questions, choses qu'ils n'ont pas encore fait jusque-là. Mais pourquoi vous avez décidé de publier votre rapport alors que vous n'avez pas encore eu la réaction du M23 et même du Rwanda? Bon, on a envoyé des lettres au Rwanda le 7 mai et au M23, c'était le 9 mai. Donc ça fait quand même, ils ont eu pas mal de temps pour répondre. Et à un moment, on s'est dit qu'il faut publier, il faut que le monde sache ce qui se passe dans les deux provinces et dans les deux villes en particulier. Surtout que le M23 semble être dans une position où on peint une image très positive de leur gestion des territoires sous leur contrôle, et donc il fallait nécessairement que nous puissions aux témoignages que nous avons recueillis des victimes et survivants. On a du mal à vous suivre, Christian Roumou. Je crois que c'est un problème de connexion, de réseau. Vous allez essayer de bouger un peu pour améliorer la qualité de la ligne. On vous revient. Le temps pour nous de donner la parole à Placide Nzilamba qui est avec nous dans ce studio. Il est secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport publié par Amnesty International? Tout d'abord, il faut dire que un rapport sur les violations des droits de l'homme, nous on ne le prend pas pour une accusation, mais pour un appel à la prise de responsabilité de tous les décideurs sur les questions qui se posent au sein des différents milieux ou des différents pays ou même dans différentes provinces. Alors, si on le prend pour une interpellation, je crois que ça serait mieux de comprendre qu'il y a des responsabilités à assumer de par toutes les parties. Et ce rapport ne s'adresse pas seulement au M23, ça il faut le dire vrai, s'adresse à tous ceux qui ont
la décision sur cette crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Notamment le gouvernement congolais, la communauté internationale. Effectivement, tous ceux qui devaient agir pour que ces violations des droits de l'homme n'arrivent pas sont interpellés par ces rapports. Donc ce sont des précisions de détail qu'il faut pouvoir dire. Parce que parfois on a tendance à dire, bon, on accuse tel. Non, on n'accuse pas tel. Mais on nous dit nous-mêmes, nous tous, en tant que partie prenante, que nous avons des responsabilités à assumer pour stopper ces violations des droits de l'homme. Vous savez qu'en matière des droits de l'homme, l'État lui-même d'abord, en tant que gouvernement, a trois responsabilités à assumer. La première, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est de protéger les droits de l'homme et de réaliser les droits de l'homme. En ce moment même, l'espace, dans l'espace où se vit le M23, c'est le M23 qui a la responsabilité de respecter et de protéger, parce qu'ils n'ont pas la responsabilité de réaliser les droits de l'homme aussi longtemps que c'est un mouvement insurrectionnel. Alors, ils ont les deux responsabilités de respecter les droits de l'homme et de protéger les droits de l'homme. Alors, au niveau de ces deux responsabilités, quand on parle du M23, peut-être que c'est vague. C'est tout celui qui a des postes de responsabilité dans ce mouvement qui doit le faire. C'est tout celui qui a des postes de responsabilité là, de gouvernement, qui a ces trois responsabilités-là que je venais de citer, notamment protéger, respecter et réaliser les droits de l'homme. Vous savez que tout ça, ça arrive parce qu'il y a déliquescence de l'autorité de l'État sur cet espace. Et que donc, à ce moment même, ceux qui ont le pouvoir sur l'espace sont responsables de tout ce qui se passe. Alors, c'est pourquoi je reviens à ma première phase pour dire, le rapport est une interpellation pour dire, c'est une interpellation à tous ceux-là qui ont la charge de protéger les droits de l'homme et de respecter les droits de l'homme sur cet espace, de le faire. Et non prendre les rapports pour une accusation. Si on en prendra pour une accusation, on présentera des éléments de se défendre. Alors que le fait où les violations des droits de l'homme sont têtues, on ne les cache pas. Alors, pour dénoncer ces violations de droits de l'homme, Amnesty International, vous avez suivi, M. Christian Roumou, dire qu'ils se sont basés sur les témoignages des 18 anciens détenus. Est-ce que cela suffit pour crédibiliser le rapport? Même un cas suffit. Même un cas suffit. Un cas bien documenté suffit pour démontrer une situation. Il est vrai que d'autres cas viennent parce que personne n'a le droit ou même n'a l'obligation de subir les actes contraires à sa dignité. Vous savez que priver par exemple à quelqu'un le droit d'aller et revenir, c'est déjà une violation grave. Donc il n'y a pas un grand droit et un petit droit à respecter. Et que donc pour nous, même une personne qui subirait un acte contraire à ce droit, c'est déjà trop. Parce que la vie humaine est sacrée. Et que donc, pour nous, c'est dire, ce n'est pas une liste longue de cas qui compte, mais c'est la réponse qui viendra de cette clameur. Alors, vous, en tant que société civile, est-ce que vous avez reçu aussi ce genre de témoignages, ces dénonciations de la population par rapport au non-respect des droits de l'homme, hein? Effectivement, on en reçoit. Chaque jour, on en reçoit. Il y a même l'homme 23 lui-même qui a tenté d'y remédier en mettant en place des numéros à appeler. Pour dire, si vous êtes touché par ça, appelez ces numéros, vous trouverez notre secours ou notre intervention. Donc, c'est compris que même à eux-mêmes, ils savent qu'il y a quand même des dérapages ou des violations des droits de l'homme qui se commettent. Bon, il est vrai qu'il y a aujourd'hui discussion entre l'appellation violation des droits de l'homme de par les acteurs. Parce que pour nous, pour ceux qui sont connaisseurs dans le domaine, ils parlent de violation des droits de l'homme lorsque l'acte contraire à la dignité humaine a été commis par une personne revêtue de la qualité publique. Alors, on parle d'actes... Abus des droits de l'homme, c'est lorsque c'est un monsieur qui n'est pas revêtu de la qualité publique, comme un bandit ou une personne appartenant à un groupe criminel. Donc, c'est ces aspects-là qu'il faille peut-être parfois distinguer pour dire, bon, mais en tout, c'est une atteinte à un droit d'une personne. Et que donc, ce qui compte plus, c'est de savoir qu'est-ce que la personne a subi et qu'est-ce qu'on fait
pour que la personne trouve d'abord réparation, et après, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir que ça ne se répète plus? C'est ça ce que nous pensons, et c'est une interpellation à tout celui qui a la responsabilité, en commençant effectivement par la zone qui est touchée par ces rapports, notamment à Goma et à Bukavu, pour interpeller les responsables du M23 et leur dire ils ont des responsabilités à assumer, dès qu'ils se prévalent être les gouvernants de cet espace, ils ont quand même cette charge de protéger et de respecter les droits de l'homme partout où ils sont, et veiller sur les personnes qui les accompagnent, parce que d'autres sont allés même dans la rébellion en espérant qu'à revenir ils vont régler des comptes à certaines personnes. Alors tout ça, ils doivent le savoir, et savoir se débarrasser de personnes pareilles, parce qu'au finish, ça retombe sur les dos des responsables, et que donc chacun doit assumer ses responsabilités. On le fait ici, même avec, je me souviens, on avait animé à Goma, avec les FARDC, avec certains experts, un atelier sur le rôle du commandant dans la lutte contre les violations des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas être commandant et que vos hommes vous échappent pour aller commettre des abus sur les populations civiles, et que donc les responsabilités reviendront à qui? À vous, le commandant. Merci, Placide Nzilamba. Rigen Vazi, qui nous suit depuis la province du Kwilu. Il dit ceci: les violations graves des droits de l'homme se passent malgré tout sous les yeux de la communauté internationale. Aucune réaction. Dismas Kitenge, vous êtes président du groupe Lotus, une ONG de défense aux droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Quelle lecture vous faites de ce rapport d'Amnesty International? Écoutez, merci à tous les auditeurs. J'ai dit très rapidement qu'il y a trois choses que je dois essayer de développer un peu de temps. La première chose, c'est un peu le rapport et la partie qui a été soulevée ici, la méthodologie de ces rapports. Comment Amnesty a recueilli les informations récoltées sur le terrain, les traiter. Il a été dit clairement que c'est basé sur les témoignages, mais je pense aussi que c'est des témoignages de plusieurs sources. Il n'y a pas que les victimes, les détenus, mais il y a aussi les témoins. Les témoins, ça peut être les acteurs de la société civile, ça peut être aussi des sources informelles qui se trouvent aussi être dans le site de personnes, des sites où ces violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire se commettent. Donc, ça c'est concernant les rapports. Les rapports aussi, c'est que la plupart des informations qui sont aujourd'hui publiées par Amnesty relèvent du droit international humanitaire, c'est-à-dire de violations des règles qui conduisent les conflits armés, et c'est surtout dans les cas des conflits armés, comment une des parties se comporte et comment on essaie de faire progresser aussi pas tous les droits humains, mais ce qu'on appelle le noyau dur de droits humains, qui comporte un certain nombre de droits, qui est la famille, qui est les liens communs entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme classiques en temps de paix, mais là aussi c'est en temps de guerre. Donc ça c'est un. Deux, c'est que ces violations-là constituent de violations graves, qui montrent bien que les régions qui sont aujourd'hui gouvernées par les M23 ne sont pas des zones de droit. Ce sont des zones de non-droit. Quand un minimum de droits internationaux humanitaires, des droits humains ne sont pas respectés, ça signifie qu'il y a une violation massive. Ce sont des violations graves de droits humains qu'Amnesty essaye déjà de qualifier ça des crimes de guerre. Ces crimes de guerre, ça peut comporter aussi des crimes contre l'humanité. Bref, donc la situation est grave. Et je reviens un tout petit peu en disant la méthodologie. Les M23, l'AFC, le Rwanda qui contrôlent, ont commis aussi une grosse erreur. Une grosse erreur quoi? De ne pas accepter que Amnesty arrive sur le terrain. Connaissant bien un peu la technique des grandes ONG de défense des droits humains, avant de publier un rapport comme ça, ou de faire une enquête qui peut conduire à découvrir des violations des droits humains,
ils font toujours appel aux autorités pour que les autorités leur permettent d'arriver sur le terrain pour constater. Et je fais une petite comparaison avec ce que nous, on a connu à Kisangani entre 98 et 2003. Amnesty était arrivé. Les autorités rebelles du RCD Goma de l'époque ont autorisé Amnesty International de venir sur le terrain pour constater, de constituer un dialogue. Parce que quand ils viennent, ils constatent, oui. Et la grosse erreur, c'est de n'avoir pas répondu pendant 3 semaines à toute l'allégation du droit de violation des droits humains, du droit international humanitaire constaté par Amnesty. Donc les autorités devaient collaborer, et là ça aurait permis à Amnesty aussi de reprendre leur point de vue. On leur a posé telle question, ils ont répondu. Mais refuser qu'ils aient accès sur le terrain, refuser de répondre aux questions d'Amnesty International, c'est un manque de collaboration grave en matière de droits humains et du droit international humanitaire. Et ce qui est dénoncé là comme violation, ça montre aussi que la guerre qui s'est faite ou le traitement des personnes qui est à la fois combattantes et non combattantes relève un peu de la sauvagerie un peu. C'est trop grave ces crimes-là, puisque ces crimes-là sont passibles à des poursuites devant la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale, on sait qu'elle est compétente pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides. Donc voilà, et ce qui vient de se passer là interpelle. Alors pour arriver à votre question, lorsque vous avez parlé de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on analyse, on dit c'est l'impunité. On constate que la plupart de ces violations-là qui sont commises dans ces territoires, il n'y a pas de réponse du M23 ni de l'AFC. Ce sont des territoires qui relèvent de la responsabilité du M23 et de l'AFC, donc ils sont responsables de les poursuivre et de les punir. C'est-à-dire, ils ont quand même quelques tribunaux qui fonctionnent. Ils ont l'obligation de traduire les auteurs devant les tribunaux et pour qu'ils soient sanctionnés. Et nous avons vu ça dans les rébellions passées au Congo. Il y a eu à l'époque du MLC à Gbadolite, il y a eu des procès qui étaient organisés contre les auteurs des graves crimes à Kisangani, à Bukavu, puisqu'ils sont des autorités de fait qui administrent le territoire, qui mettent en place certaines juridictions et ils ont l'obligation de les faire, donc fonctionner. Mais là, c'est l'impunité générale. Alors quand cette impunité n'est pas sanctionnée sur le plan interne, on va recourir aux mécanismes internationaux. Et les mécanismes internationaux le plus approprié aujourd'hui, c'est la Cour pénale internationale. Mais avant d'arriver à ces mécanismes, il faut dire aussi ce que Amnesty aujourd'hui vient de dénoncer. Il y a eu d'autres aussi qui ont dénoncé. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme avait déjà dénoncé les exactions graves qui ont eu lieu à Goma, à l'entrée et aussi à Bukavu. Donc on montre très bien qu'à travers ces rapports d'Amnesty qui vient conforter les rapports d'autres organisations telles que les Nations Unies, telles que l'UNICEF au consort. Donc on montre très bien que c'est la réalité. Puisque si ce n'était pas la réalité, peut-être Amnesty aurait contredit le Haut Commissariat. Mais on constate que toutes les organisations qui font des enquêtes sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont toutes d'accord sur le fait qu'il y a des graves violations. Alors qu'ils ne sont pas sanctionnés par l'M23, AFC, Rwanda, mais qui appelle maintenant l'intervention de la communauté internationale. Alors la communauté internationale a une panoplie d'actions qu'elle peut mener par rapport à ça. On va en parler dans la deuxième partie. Au moment où Amnesty publie ses rapports, il y a le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU qui enquête aussi, puisqu'il y a eu 2 mécanismes qui avaient été établis par la résolution du Conseil des droits de l'homme sur la RDC très dernièrement, c'était au mois de fin janvier, début février. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la mission d'établissement de fait, qui a le mandat entre janvier et mois de septembre, et après il y aura maintenant une mission d'enquête. Et là aussi, nous attendons ces rapports qui risquent aussi de confirmer ce que déjà Amnesty est en train de dire. Voilà un peu la situation est grave. Et lorsque nous disons que la situation est grave, il y a plusieurs actions qui doivent être menées, non seulement par FC, mais aussi par les autorités de Kinshasa, la communauté internationale,
et la société civile nationale et internationale. Merci Dismas Kitenge. Christian Roumou, avant de vous redonner la parole, on va écouter d'abord ces auditeurs qui sont très nombreux à suivre cette émission, qui veulent aussi donner leurs avis sur le sujet de ce soir. On va aller à Bukavu, au sud de Kivu, pour écouter cet auditeur qui est déjà en ligne. Davidi Massandi Chabani, depuis Chabunda au Sud Kivu. Certes, ce rapport serait vrai. Du fait, nul n'ignore que la rébellion abuse toujours des droits de l'homme. Cela démontre également l'incertitude du gouvernement à libérer les territoires sous occupation. Or, c'est sa mission première. Au stade actuel, le peuple congolais ne sait plus à quel sens se vouer. Cette rébellion devient un business, car impossible, aucune organisation régionale ou internationale ne se fait pas respecter par elle. Pas de secret. Le gouvernement congolais se bute à un dilemme diplomatique, chose qu'il ne dira jamais à sa population. Il n'est plus le moment de dénoncer. Trop, c'est trop. Christian Roumou, c'est plus le moment de dénoncer, il faut agir, il faut des actions concrètes. Comment vous réagissez au propos de Maître David qui nous appelait depuis Chabunda au sud Kivu? Non, merci beaucoup. Et d'abord, je remercie les deux collègues Placide et Maître Dismas pour leurs soumissions qui sont très éloquentes et qui complètent vraiment ce que ce rapport d'Amnesty est. Et pour la question de l'ami de Chabunda, je comprends bien le sentiment et c'est un peu cela que nous sentons aussi. Ça fait 30 ans que l'Est de la RDC est soumis à ces violations graves des droits humains. Je crois que pour tout le monde, il y a ce sentiment-là de fatigue, de l'inertie de la communauté régionale et internationale pour résoudre la question de la crise à l'Est de la RDC. Mais pour ces incidents spécifiques, notre appel, c'est vraiment de faire en sorte que le M23 puisse ouvrir ou donner l'accès aux organismes de surveillance, notamment, Maître Dismas l'a mentionné, les équipes des Nations Unies qui ont le mandat de faire la documentation de la situation actuelle. Donc c'est très très important qu'ils ont accès à des détentions pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe et compléter ce que nous n'avons pas pu dire dans ce rapport. Mais aussi de libérer en fait les civils qui ont été arrêtés de manière arbitraire. Et votre collègue l'a mentionné, le fait qu'il y a des demandes des enfants pour la libération des victimes qui encore augmente cette lourdeur de charges dans une situation très compliquée déjà au Nord Kivu et Sud Kivu. Donc je comprends bien le sentiment de fatigue, de l'inaction, mais comme Maître Dismas l'a dit, il y a de la responsabilité au niveau national, mais aussi au niveau régional et international, et tous ces acteurs-là doivent agir pour mettre fin à ces souffrances. Il y a un auditeur, un internaute plutôt, lui, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, Don Nasnia Gaïmania, il dit ceci, ce qui est dit dans ce rapport peut être vrai, mais est-ce que Amnesty International a déjà enquêté sur ce que font certains éléments des FRDC et même les Wazalendo, sans oublier les services des renseignements? Dans tous les cas, on observe des violations graves des droits humains. Je complétais la réaction de Donatien. Oh, pardon, j'ai pas suivi. Alors, il conclut en disant, dans tous les cas, on observe des violations graves des droits humains. Oui, non, certainement. Et nous avons documenté et même fait allusion dans nos rapports précédents sur les violations et abus faits par les FRDC, mais aussi les Wazalendo. Et bien certainement, nous allons publier des rapports futurs qui font référence à cela. Ouais. Merci. Après Bukavu, on va on revient ici à Kinshasa pour cet autre auditeur qui attend en ligne.
Patient Paul Ngoyi, depuis Kinshasa. La publication de ces rapports par cette ONG britannique n'est pas une surprise à mon avis, mais sauf une réalité que nos compatriotes pris en otage vivent au quotidien depuis l'occupation illégale de nos différentes agglomérations, qui pour certaines datent de plus de 2 ans et d'autres à peine totalisent 5 à 6 mois entre les mains du M23 comme Goma et Bukavu. Je doute fort que les responsables qui animent cette rébellion se ressaisissent et comprennent la démarche de Amnesty International ainsi que l'appel qu'elle lance en faveur des personnes qu'ils maltraitent jour et nuit. Et pourtant, ils se disent libérateurs. Espérez voir au travers de ces rapports M23 obtempérer en répondant positivement alors qu'il n'est ni sous pression armée, quand bien même plusieurs sanctions ont été prises contre ces animateurs et la discussion engagée à Doha. Rien ne changera sur le terrain, sauf le gouvernement central est interpellé à prendre d'autres dispositions en vue de venir en aide aux cris de détresse qu'exprime sa population via Amnesty International et chercher à récupérer ces contrées. Il vous rejoint un peu dans votre analyse tout à l'heure de Placide Nzilamba. Effectivement, en premier lieu, c'est le gouvernement congolais qui a la responsabilité de donner la paix à ses citoyens. Donc, qui a cette responsabilité de protéger, de respecter et de réaliser les droits de l'homme. Alors, à notre niveau, c'est dire que aujourd'hui, nous, à notre niveau, on n'a pas cette compétence de qualifier une infraction. On se limite à documenter, comme l'autre l'a demandé, que bon, vous produisez des rapports, mais il n'y a rien. Donc nous, le travail se limite par là. C'est de dire aux décideurs que voici ce que ressemble la situation. Nous attendons votre action pour changer la donne. Mais pourquoi malgré tous ces rapports sur les différentes violations de droits de l'homme, droits humains, il n'y a pas de changement? Effectivement, parce que il y a un problème de mettre en place un mécanisme plus cohérent et coercitif de répression. C'est ce qui tarde en RDC. Et vous voyez qu'il y a encore la discussion sur l'option à prendre. Est-ce qu'il faut une justice pénale internationale sur le Congo? Est-ce qu'il faut avancer avec les aspects de la justice transitionnelle? Est-ce qu'il faut renforcer la justice nationale pour avoir des chambres mixtes, par exemple, pour commencer les œuvres de répression? Parce qu'en tout, le travail des collectes des informations est fait. Mais ce qui devait suivre, c'était des poursuites. Mais quand les poursuites ne suivent pas, que donc les crimes vont continuer à se perpétrer. Et donc, c'est ici un appel, comme Amnesty l'a dit, un appel à tous ceux qui ont la responsabilité, en premier lieu le gouvernement congolais, à bien vouloir réprimer les actes de crime. Il a dit que même d'autres rapports vont suivre pour les FARDC, les Ozalendo. Bon, en fait, c'est ça le travail à faire. C'est une manière aussi de lutter contre ces guerres à répétition. Et nous, ce qui a manqué au Congo, c'est la justice. C'est la justice pour réprimer ceux qui commettent les crimes. Il est vrai que on peut croire que quelqu'un a la joie quand il est en train de commettre les crimes. Non, il pense qu'il ne les commet pas en lui. Mais en fait, il se rend compte quand il est devant la justice pour dire voilà ce que tu as commis, c'est une infraction. Alors, je crois que c'est la justice qu'il faut privilégier en tout. Et nous pensons que les réflexions doivent être poussées rapidement sur quelle option on accélère pour mettre en place une justice tellement robuste, coercitive, qui doit être capable de réprimer tous ces crimes-là, afin de les limiter, de continuer à se perpétrer. Il est vrai que la crise a, comme Roumou l'a dit, il y a aussi une dimension régionale et même internationale dans cet aspect-là. Parce qu'il a dit qu'ils ont écrit même au Rwanda, pour donner aussi des réponses, mais ça n'a pas tenu. Et que donc, il faut vraiment une justice qui prend en compte toutes ces dimensions régionales, internationales, même locales, afin de se rassurer qu'on est en train de résoudre petit à petit cette question de lutte contre l'impunité qui a élu domicile partout. Vous savez que aujourd'hui, si on dira c'est aujourd'hui que les crimes se commettent au nord Kivu et au sud Kivu, même à l'est du pays, on sera en train de tromper. C'est plus de 30 ans. C'est environ 30 ans aujourd'hui que les mêmes crimes se répètent. Hein? Les mêmes
auteurs reviennent sur le même lieu du crime à maintes reprises. Mais on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas de solution. Je crois que ce sont ces aspects-là qu'il faut mirer. Comment on met en place un système judiciaire plus robuste pour réprimer ces crimes. Mais en tout, la vraie réponse à tous ces crimes, c'est la restauration de la paix. Et nous pensons que le gouvernement qui est en train de discuter avec le Rwanda, avec le M23, autour de ces facilitateurs, devait inscrire cette priorité, parce qu'on sent que ça traîne. Au fur et à mesure que ça traîne, ces discussions-là, les personnes sont exposées à des violations de droits de l'homme. Et que donc, même ceux qui sont comme facilitateurs dans ces pourparlers, devaient tenir compte de cette urgence, parce qu'au fur et à mesure qu'on est en train de gaspiller le temps, les vies humaines sont en train de se défiler. Merci, Placide Nsilamba. On va prendre ces derniers auditeurs qui est à Goma, au Nord Kivu, qui attend en ligne. Bonsoir, la fréquence de la paix. Moi, c'est Pierre Moussafir depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. L'Amnesty internationale peut avoir raison vu les actes terroristes du M23 dans les zones sous son contrôle. Néanmoins, la grande responsabilité dans tout ça est le gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que le M23 est bien connu comme un mouvement terroriste, d'où, quel que soit celui qui viendra condamner et accuser, cela ne changera rien sur le terrain. La seule solution que nous attendons, c'est la fin des hostilités dans l'est de la RDC. Ce que nous vivons actuellement, pour moi, je peux dire que c'est la volonté de Kinshasa avec le régime en place. Et dans les jours à venir, Kinshasa sera tenu comme responsable parce que dès le début, quand le M23 était à Runyoni et Tchanzu, il fallait chercher la solution avant que Goma et Bukavu et d'autres grandes agglomérations tombent entre les mains du M23. Merci beaucoup et bonne soirée. Dismas, merci beaucoup, Monsieur Pierre Moussafiri. Dismas Kitenge, votre réaction? Ma réaction, c'est que la responsabilité d'abord sur tout ce qui concerne la guerre est à partager par toutes les parties au conflit. Et il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi le M23. Si les personnes pensent, ou les responsables de ces pays et les dirigeants des différents groupes pensent que la meilleure façon, c'est de faire la guerre pour accéder au pouvoir, ou c'est la meilleure façon de contredire un gouvernement, c'est de prendre les armes, là, on constate aussi l'échec de la démocratie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est les difficultés ou l'échec de la démocratie, puisque dans un régime démocratique vraiment ancré dans les mentalités des gens, on ne pouvait pas avoir recours à la force, quels que soient les arguments, quels que soient les problèmes. On devait dire que par la démocratie, on va résoudre. Aujourd'hui, c'est les difficultés à instaurer un régime basé sur le respect des droits humains. Puisque le respect des droits humains, donc, c'est aussi le socle d'un système politique, d'un système social. Là aussi, il y a des problèmes. Et ce qui se passe troisièmement montre que c'est toujours les politiques de toute tendance qui sacrifient l'intérêt général des populations. Donc, pour accéder au pouvoir, pour avoir gain à ceci, donc, ils ne considèrent pas la population, c'est pas l'intérêt. Aujourd'hui, les populations, c'est elles qui paient le lourd tribut de cette guerre. Les politiques sont dans leur coin, dans leur salon, dans les institutions en train de discuter, mais c'est les populations qui souffrent, c'est les populations qui paient le prix. Donc, ce qui montre aussi, c'est que cette situation montre clairement que la communauté internationale utilise parfois le jeu de double langage, de double standard. Quand il s'agit de la RDC, au lieu que les gens voient la souffrance des populations, mais voient des intérêts, c'est ce qui ressort, les intérêts économiques, voient d'abord nos mines avant de nous accorder la paix. Donc, c'est pour dire que la population en a marre des guerres, en a marre de violence et de toute violence. Il n'y a pas, la violence ne peut jamais se justifier. Donc, essayez de bouger. Essayez de bouger. Dismas Kitenge, on a du mal à vous suivre. Essayez de bouger. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Votre ligne est en train de se détériorer. On vous suit difficilement parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Je vais vous donner la parole pour conclure. Comment sensibiliser davantage l'opinion publique internationale sur la gravité de ce qui se passe dans la partie est de la RDC au-delà des rapports comme celui d'Amnesty International, par exemple?
Merci beaucoup. À ce qui me concerne, il faut commencer d'abord par faire connaître ce qui se passe. Et l'Amnesty nous aide, nous, les défenseurs des droits humains, à avoir un instrument de plaidoyer. Un élément de faire le plaidoyer, c'est de montrer la situation sur le terrain. On a des documents, Amnesty, Nations Unies, ONG locales. Donc ça, on montre. Deuxièmement, il faut discuter avec les décideurs, que ce soit les décideurs au niveau national, que ce soit les décideurs au niveau international. Pour leur dire, voici les conséquences de la guerre. Autant de personnes qui meurent, autant de personnes dont leurs droits sont violés, qui sont en détention, torturées, tout ça. Voilà. Et il faut dire aussi que nous avons besoin de la paix, mais nous avons besoin de la paix avec la justice. C'est-à-dire, il ne faut pas que la fin de la guerre contribue à l'impunité de ces crimes-là. Que ça va constituer un cycle infernal de l'impunité. Il faut qu'on brise ce cycle-là de l'impunité en disant que désormais, si on signe un accord de paix, il faut qu'on sanctionne aussi les auteurs des crimes graves, qui ne restent pas impunis, puisque ça va donner le sentiment de répéter les mêmes choses. Et démontrer aussi à nos populations que dans les élections à venir, il ne faut pas élire les personnes qui ont été à la base de la commission des graves crimes qui nous ont endeuillés, qui ont détruit la société, qui ont empêché que la société se développe. Il faut que les populations intériorisent ça dans le cadre de leur lutte politique démocratique, pour dire que fini tous ceux qui ont fait la guerre, et nous ne pouvons plus les élire, on doit les écarter. Qu'on mette ça aussi dans les lois électorales, dans différentes lois, et que la justice congolaise ici commence à fonctionner. Voilà un peu. Merci Dismas Kitenge. Christian Roumou, pensez-vous que ces révélations faites dans le rapport d'Amnesty International peuvent impacter les efforts de paix et de stabilisation dans la région des Grands Lacs? Oui, je pense sincèrement que c'est très important et comme Placide l'a dit, l'aspect de justice doit être au centre de toute initiative de paix dans la région des Grands Lacs et en RDC en particulier. Donc, nous pensons qu'en publiant ces rapports et d'autres rapports qu'on a publiés et d'autres qui vont venir, nous allons essayer à pousser qu'au sein de l'agenda de différentes initiatives de paix, il y ait cette question de justice et des responsabilités qui soient adressées pour éviter qu'on puisse retomber encore dans ce cycle de violence sans fin. Merci Christian Roumou. Placide Ndilamba, en conclusion, au-delà des sanctions potentielles dont vous avez parlé, même des poursuites judiciaires, quelles mesures concrètes peuvent être prises pour pousser le M23 à ne plus commettre toutes ces atrocités? La suprême mesure de toutes les mesures, c'est restaurer la paix et la sécurité, c'est-à-dire accélérer tous ces processus pour parler de paix, afin qu'on aboutisse à une paix réelle, au désengagement de conflits, et que l'autorité de l'État soit rétablie pour que toutes les populations se sentent encore en toute liberté de vivre. Sinon, autre chose, ça sera peut venir après, parce qu'aujourd'hui, cette population n'attend que lui dire que c'est la fin de la guerre, elle va jubiler et elle saura qu'elle a encore un ouf de soulagement. Et que donc notre gouvernement en premier lieu devait afficher la priorité des priorités, c'est de faire tout pour que tout ce pourparlers avance rapidement et que la paix soit rétablie sur toutes ces zones-là. Merci Placide Ntilamba, dialogue entre Congolais. C'est fini pour aujourd'hui. Guy Maté, Tiani Sumbu et Benjamin Moudumbi m'ont aidé à préparer ce magazine sous la supervision de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou et Alain Goy. Derrière les caméras, Jonathan Fonani, Hervé Voka et Clément Chimanga. Présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette émission sur les comptes officiels Instagram et TikTok de Radio Okapi. N'hésitez pas d'aimer, de partager, mais surtout de vous abonner. Restez branchés sur la fréquence de la paix.
Chilombo komi ko yenganisa mboka na biso sur le plan international okola mwana ya kwata azoluka kriya na zando akobelelaka Kongo yango eleki minere ya Kongo yango eleki yakotula Chilombo te yakotula yango eleki azobelela Kongo sur le plan international atiango na mutu Kongo yango eleki diamant cuivre uranium ya Kongo yango eleki na pri abitula pe amangondo yango eleki ale babengie na Angola yaka papa yaka na mbango olobi nini ona lobi awa nazo ngana teka bongo cher bozo teka na pri mangondo ndenge no te na lukaka kimia bakamati resolution ba pesie kene nango nanga soka yobi bokotika mbala moka tama ye nango awa la yene lo resolution ya Angola esimbite Chilombo toki suko ngwa matisi na mutu Kongo yango eleki ya bitula yango eleki osombite balokayo minere ya Kongo yango na prima ngondo ale doa ebengi yakambango ndo yakamwa mwana olobi ndenge nini ote nazoruka ka kimia boluka moyebo pesa nga kimia na pesa bino minere nyonso ya Kongo balabi ambo vanda kasia kamata resolution yango Chilombo akesu na resolution avandi azu solution te atoki su Kongo amatisi na mutu Kongo eleki minere ya bitula yango eleki yango uranium cobalt diamant na oteka na prima ngondo États-Unis bengie Chilombo ya bavandi siao olobi nini nazo luka kimia bakamati su bapesie tout ça ndeko na ngai etalisi incompétence yango président Eli Martin Fayulu information zo pesa na bayimbo kalobi na mikolozo ya liboso tozo bengisa marche ya monene o tozo ko exiger cohésion nationale ndeko Chilombo yakana kitunga ya minero komo kendo kotambwisa kosimbisa na Nyongo na prima ngondo yakatovanda to solo autour d'une table na